Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier webinar de la série des 4 webinars organisés par Croesti Location dans le cadre de ce salon virtuel. Je suis ravi d'être là parmi vous, Yann Legal du blog amariote.com et j'ai le plaisir d'animer du coup cette dernière session. On va commencer dans quelques secondes, le temps de permettre aux dernières personnes de se connecter. Bonjour Jean-Sébastien. Vous avez effectivement la possibilité, à droite, vous avez un chat qui vous permet de saluer tout le monde et de pouvoir communiquer entre vous et avec nous aussi pendant cette session. Si vous voulez poser des questions, alors l'idéal, c'est plutôt de le faire dans la colonne questions, qui est l'onglet juste à côté de chat. Si jamais il y a des questions qui sont posées dans le chat, normalement, j'essaye de les repérer et de pouvoir aussi les sélectionner, mais idéalement, essayez de, tant que faire se peut, utiliser la partie questions pour faire ça. Et puis écoutez, on va vous passer des slides. Séverine et Lorraine vont pouvoir introduire cette nouvelle session et j'aurai le plaisir après de discuter avec Olivier pour cette thématique autour de la gestion location et essayer de, à travers son témoignage, de vous permettre de mieux comprendre la gestion location et de pouvoir répondre à toutes vos questions. On va, comme les précédents webinars, on va découper en 2 morceaux. On va essayer de tenir 1 heure, comme on l'a fait pour les précédents, et on va globalement avoir une première partie d'une demi-heure où je vais poser des questions à Olivier sur des thématiques qu'on a sélectionnées en amont. Et puis après, on aura une deuxième partie de questions-réponses où vous serez du coup incité à poser toutes les questions et pour qu'on puisse y répondre, je l'espère. N'hésitez pas à les poser. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez déjà les poser en question. Comme ça, elles seront déjà enregistrées pour tout à l'heure. Pendant la discussion, si ça amène des questions, de la curiosité, n'hésitez pas à enregistrer vos questions tout de suite déjà dans l'onglet questions. Et puis bien sûr, à la fin, vous pourrez en poser au fil de l'eau et on y répondra avec plaisir. Voilà. Écoutez, je vous retrouve dans quelques instants et je passe la main à Séverine et Lorraine. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour notre dernier webinaire. Donc aujourd'hui, on va traiter de la gestion location. On a souhaité aborder ce thème à travers le regard d'un de nos propriétaires parce qu'on pensait que la meilleure personne pour en parler, ça reste un propriétaire parce que il a des objectifs quand il passe chez nous et puis voilà. Donc on souhaitait vraiment voir son point de vue. Donc on vous laisse en compagnie de Olivier, donc Olivier Massard, qui est propriétaire de Tewa chez nous. Peut-être que certains qui sont présents ont déjà navigué dessus. Voilà, c'est un Sun Odyssey 44 et le débat sera animé par Yann, comme il vous a présenté tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien, bonjour Olivier. Bonjour merci Yann. Merci beaucoup pour cet entretien. Alors, on va aborder, je vais simplement présenter les différentes thématiques du jour pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi on va parler. On va tout de suite après, je vais laisser la main à Olivier pour qu'il puisse se présenter, qu'on puisse un petit peu mieux le connaître un petit peu son parcours, finalement balayer rapidement peut-être un petit peu ton CV nautique. Et puis, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et puis s'intéresser déjà à pourquoi tu as voulu acheter un bateau plutôt qu'autre chose. Et derrière, on abordera les thématiques de la gestion location, puisqu'effectivement, on expliquera pourquoi, on essaiera en tous les cas d'expliquer pourquoi aujourd'hui tu as ton bateau en gestion location avec Croesti Location. Et puis après, on abordera plus dans le détail justement le quotidien, les interactions avec le loueur, comment se passe à la fois l'entretien, est-ce que tu peux prendre ton bateau quand tu le souhaites, voilà, toutes ces questions un petit peu concrètes qu'on peut vite se poser une fois qu'on se pose la question de la gestion de location et essayer une fois qu'on aura débattu de tout ça, essayer d'avoir une vue un petit peu plus globale de la gestion location. Voilà, écoute Olivier, je te propose de commencer et puis de te présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Ok, bonjour à tout le monde, je répète. Donc, je suis belge en fait et voilà, on a découvert Arzon ici il y a 17 ans avec la famille et on a découvert, enfin j'ai redécouvert le monde de la voile qui était en fait une passion qui était enterrée, la première fois que j'avais navigué, c'était du côté de Roscoff, j'avais 6 ans. Et c'est resté toujours à l'arrière de ma tête. Et quand on est arrivé ici, à Arzon, on a commencé à aller à l'école de voile du Fogéo. J'ai redécouvert la voile, le catamaran, et puis l'habitable. Et puis l'envie, je dirais, de monter en gamme
J'ai commencé à faire le Yacht Master aussi avec Blue Sailing. Oui, bien. J'ai pas encore mon Yacht Master, mais je vais le passer d'ici peu, j'espère, dès que le Covid nous le permettra. Donc, j'ai un profil en fait vraiment d'amateur. Je me qualifie d'amateur, d'apprenti. Et en navigation, on apprend toujours. Et encore dans le webinaire de jeudi passé, j'ai encore appris des choses parce que c'est vrai que ce sont des éléments tout à fait importants. Donc, voilà, ça c'est mon parcours, je dirais. Pas très intensif parce que ma carrière ne m'a pas laissé beaucoup de temps, mais je dirais d'année en année, je suis rentré dans le sujet, j'ai progressé et c'est vrai que l'envie d'avoir un bateau, ça fait partie du rêve, quoi. Ça fait partie du domaine un peu de l'intangible. Et au fur et à mesure, je dirais, on construit ce rêve et c'est un rêve que j'ai vraiment développé sur une dizaine d'années parce qu'un des premiers éléments en fait limitant pour l'accès à un bateau finalement, c'est la place de port. Donc je me suis inscrit pour une place de port en 2004 ici à Arzon. Ouais. Et oui, il faut du temps. Et puis finalement, en rentrant dans le monde de la voile, j'ai découvert la Groesti Location et d'autres boîtes également. Et petit à petit, on a pu forger un projet ensemble. Et c'est comme ça que un jour, TEWA est arrivé et on a fait ça vraiment ensemble. Donc l'achat du bateau, c'est la réalisation d'un rêve et j'ai beaucoup de chance, je pense, d'arriver un jour à réaliser ce rêve. Voilà, tout simplement. Donc du coup, un jour, tu te dis, bah, plutôt que, enfin voilà, j'ai envie d'acheter un bateau, quoi. Je veux acheter Oui. un bateau, plutôt que, je ne sais pas moi, une voiture ou autre chose. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. C'est bon, il y a la passion de la navigation, de la voile. Rien n'est mieux qu'au moment où on sort du port et on met les voiles et on coupe le moteur. C'est à ce moment-là, quand le vent prend dans la voile, ça reste un moment magique pour moi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie sur la partie intrinsèque de l'achat, plutôt que de louer des bateaux, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie au départ d'acheter ton bateau? C'est vraiment le souhait de passer un cap, je dirais, et de pouvoir quelque part y vivre, être dessus, le bichonner, l'entretenir, mettre les mains dans le cambouis. Voilà, c'est tout ça, le vivre, quoi. Je comprends. Ça, c'est une dimension pour moi, ça fait partie de cet intangible. C'est une dimension pour moi importante de pouvoir vivre le bateau, parce que le bateau, finalement, c'est aussi un être vivant. Hein. En anglais, on dit bien she. She's a nice boat, ok? C'est donc, vrai. ça dit bien les choses et je le vis un peu de cette manière-là. Domaine de la passion. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que du coup, j'ai découvert effectivement que ton bateau, tu allais chercher quand même, il n'était pas dispo dans le port du Croesti, tu allais chercher un petit peu plus loin que ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure de l'achat et où est-ce que tu l'as trouvé ce bateau? Oui, en fait, le choix du bateau, je suis tombé en fait amoureux si vous permettez l'expression, j'espère que ma femme m'en veut pas trop quand je dis ça, mais voilà, c'est toujours un choix intangible, un peu irrationnel, mais du Sun Odyssey 45. Et c'est un modèle que je suis depuis de très nombreuses années. J'ai regardé l'évolution 45.1, 45.2, 45 et puis le 44. Et donc, mon souhait était vraiment d'avoir ce bateau, un bateau très marin, confortable. Bon, je ne suis pas né dans une famille de marins. La navigation n'est pas dans nos gènes familiaux, etc. Donc, je découvre vivre à l'étroit dans une banette, dans un carré tout mouillé. Hein, c'est pas fortement dans nos traditions ici. Mais voilà, c'est ça que je recherchais, un compromis d'un bateau très marin qui a un certain niveau de confort pour les gens avec qui
je veux naviguer. Donc, on s'est porté sur ce choix-là. Et voilà, le 45 était, le modèle 45 était un bon compromis, je dirais. C'était l'acheter neuf aussi, c'est des très gros budgets. Donc, l'avoir en occasion, c'était une manière d'accéder à quelque chose de bien. Le Sun Odyssey aussi de Jeannot, c'est un bateau qui est très, comment dirais-je, très puissant, très sûr, je dirais. Quand on voit les revues dans les revues marines, etc., il est toujours très bien noté. Mais bon, voilà, c'était ça. Donc, d'avoir ce bateau-là. Et ensuite, ce qui est important, finalement, c'est j'ai monté ce rêve aussi avec la société de location, donc Croatie Location, et toute l'équipe. Et on a réfléchi à ce besoin-là. Et dans leur flotte, ils avaient besoin aussi d'un 4 cabines, d'un 4 cabines moderne, etc. Et donc, on a réfléchi ensemble. Et avec eux, et avec Eric Travers, qui était le commercial chez eux aussi, on a trouvé ce bateau dans le sud de l'Italie. Et puis, on a monté. Et là, ça, c'était extraordinaire d'être aussi bien soutenu et appuyé par toute l'équipe de Croatie Location. Eric est parti dans le sud de l'Italie faire la visite technique du bateau, faire l'expertise, et puis on a monté le convoyage avec l'équipe de Croatie Location. J'ai pu faire la première étape, je dirais, parce que mon boulot ne me laissait pas autant de liberté que ça. Et donc, voilà, on a amené ce bateau, ça a mis 1 mois, à Philippe Berthelot et à Stéphane, son neveu, pour le ramener et qu'il arrive au port de Crouesty. Voilà. D'accord, génial. Donc, une magnifique aventure, voilà. Ouais, super. Donc effectivement, donc, ce que tu dis est très intéressant. Toi, tu avais un projet, donc cette accession à la propriété. Je comprends tout à fait le besoin voilà, d'entretenir un bateau, de le faire vivre, etc. Je trouve ça assez passionnant. Et donc, même dans cette démarche, à la genèse de cet achat, tu as été accompagné par Croesty. Oui. Toi, tu as expliqué qu'il y avait une série que tu avais repérée, ce Sun Odyssey, etc., de la série des 44-45. Finalement, ça matchait bien aussi avec un des besoins à ce moment-là de Croesty Location, qui était d'avoir un 4 cabines. Et donc, de ces différents constats, ils t'ont aussi accompagné pour trouver le bateau et jusqu'à aller en Sicile et repérer ce bateau, le vérifier, faire la visite technique et après t'accompagner pour le ramener. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, ça c'était et quelque part aussi, il y a toujours des compromis quand on est dans un accord comme ça, dans un travail. C'est vraiment un travail d'équipe quelque part. Hein. On va toujours un pas vers l'autre et l'autre fait un pas vers soi, etc. Et on est arrivé très rapidement et très confortablement, de manière très équilibrée, à ces choix, et tout ça. Et le montage du dossier s'est vraiment passé très rapidement, même si c'était pas évident, parce que je suis belge, j'habitais le Luxembourg, on achetait en Italie et on l'amenait en France. Donc vous voyez, c'était administrativement, Eric et Séverine se sont parfois arrachés les cheveux sur cette acquisition. Mais tout s'est super bien passé, quoi. Donc, et ça, c'est la preuve que on forme entre locataires et propriétaires, entre société de location et propriétaires. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Et quand on s'écoute, quand on se respecte, eh bien, quand on peut établir une confiance, parce que il faut faire confiance dans la personne qui va évaluer et lui dire, écoute, tu es mes yeux, mes oreilles et ma bouche, et je mets ma confiance en toi pour que tu investisses quand même un sacré ticket, hein, voilà. Donc, mais la récompense, elle est énorme, voilà. Super. Alors, pour aller un peu plus, donc là, effectivement, on comprend pourquoi tu as voulu acheter un bateau. Croesty Location t'accompagne pour faire cet achat, et donc, du coup, tu choisis la gestion location.
tu décides de mettre ce bateau en gestion location. J'avais même choisi pardon, excuse-moi, Yann, j'avais même choisi la gestion location avant d'acquérir le bateau finalement. C'est une petite nuance importante, je pense, parce que bon, ça permet de faire le travail ensemble aussi. Ouais. Et donc, pour répondre, je pense, à ta question, que je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je t'en prie. C'est, je dirais, c'est donner de la raison et du raisonnable à de la passion. D'accord. Parce que c'est vrai que l'entretien d'un bateau, c'est quelque chose d'onéreux. C'est surtout quand on est dans des grandes tailles. Ça, c'est une première chose. C'est vrai, ouais. Et puis l'autre élément également, c'est qu'à l'époque aussi, j'habitais loin, à 1000 km d'ici. Oui. Et je ne veux pas faire partie de ces statistiques qui disent qu'un bateau ne navigue que 4 à 8 jours, je ne sais pas, mais à peu près pas longtemps en fait dans une année. Et pour moi, un bateau encore, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui doit naviguer. Il est fait pour naviguer, il n'est pas fait pour rester au port. Et ben, ça permet aussi de l'offrir quelque part à des gens qui n'ont pas la chance, l'opportunité de pouvoir, comment dirais-je, réaliser ce rêve. Et voilà, on est dans une économie un peu circulaire aussi. Ben, j'ai eu cette chance, j'ai été bien accompagné. Et donc, je rends cette passion raisonnée et raisonnable. Donc toi, ça veut dire que économiquement, ça te permet d'amortir, en gros, enfin, tu amortis du coup une partie du bateau grâce à la gestion location. C'est ce que tu expliques en ayant à l'heure actuelle, totalement. Oui. Non, ça c'est, je dirais, c'est aussi grâce à l'équipe de Cruesti Location qui voilà, Tewa a été loué en moyenne aux environs de 100 jours par an sur les 3 dernières saisons, dont une saison un peu difficile cette année, où on a perdu quand même les locations de mars, avril et mai, et mai, c'est ça, une petite partie de juin aussi. Mais bon, néanmoins, cette année, il a couvert ses frais. C'est ça qui est bien, je dirais. Et le profit, quelque part, que je réalise quand même sur la location de Tewa, je la remets dans la maintenance du bateau. C'est-à-dire, ben voilà, cette année, on peut mettre une nouvelle grand voile. Voilà, il faut maintenir l'outil. Il faut maintenir ce bateau en vie, il faut qu'il soit agréable, il faut sécurisant, il soit pour les locataires. Donc c'est vraiment... Et là, le programme permet de le maintenir à ce niveau-là. Il faut qu'il soit... Et c'est ça, je dirais, qui est important. Il doit toujours être en bon état pour être loué. Je comprends. Et pour moi également. Et bien sûr, et oui, tout à fait. Et donc toi, alors c'est vrai qu'il finalement il y a plusieurs manières de pouvoir acquérir un bateau. On peut l'acheter d'occasion, on peut l'acheter neuf. On va y revenir juste après. Toi, tu as fait le choix de l'acheter d'occasion. Et d'ailleurs, tu as eu pour toi, du coup, toi, tu as fait le choix de pas faire d'emprunt, de l'acheter directement. Donc c'est vrai que tu as une rentabilité qui se calcule un petit peu différemment, mais toi, aujourd'hui, tu y retrouves bien ton compte oui, par rapport à ça. Oui. En plus, si on compte les semaines de navigation que je peux faire dessus. Bien sûr. Si je devais le louer, ben voilà ce que ça me coûterait. Et est-ce que je louerais le confort d'un 44 pieds? Je ne sais pas si je pourrais me le permettre tous les jours. Voilà. Donc, si on ajoute ça, et c'est évident que ça ramène plus qu'un livret A. Désolé les banquiers. Ça rapporte plus grand-chose de livret A aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Non, mais même le livret A, il y a quelques années, on a des rendements quelque part. Avec aussi, en plus, les coûts d'opportunité, je dirais, cette économie qu'on a, ben voilà, c'est ça. Et on a un capital, et c'est ça qui est intéressant dans un bateau d'occasion, c'est qu'à même budget, j'ai des pieds en plus. OK. Et finalement, aussi, quand on achète un bateau neuf, on l'achète à 100. OK. Et après 5 ans, il vaut peut-être 60, 70.
Et ici, je l'ai acheté à 70 quelque part, équivalent, et je ne vais plus perdre grand-chose sur les 10 ans à venir. Donc, c'est quelque part, il y a moins d'érosion sur mon capital avec un tel bateau. Un bateau de cette taille-là a toujours une cote plus intéressante, je pense. Bon, je laisserai les professionnels, parce que je ne le suis pas du secteur, en parler peut-être, mais voilà, ça reste, c'est ça que je dis, c'est une passion raisonnable et raisonnée. Ouais, très bien. Est-ce qu'on peut peut-être faire, est-ce que je peux solliciter Séverine peut-être et Lorraine pour nous dire un petit mot, parce que là on parle de la partie occasion, mais ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a différentes raisons et différents formats de financement et d'achat de bateaux, j'imagine neuf, occasion, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, il y a plusieurs schémas de vie en fait pour acheter un bateau. En tout cas, dans les clients que l'on a, on a les personnes qui veulent tout simplement acquérir un bateau. Donc, c'est un projet de vie. Ils ne souhaitent pas que le bateau leur coûte trop cher. Donc, ils peuvent supporter, on va dire, le prix de la créance bancaire si c'est un prêt tous les ans. Mais les frais du bateau en plus, ça fait vraiment beaucoup. Donc, passer par l'alternative de la gestion-location, c'est savoir supporter moins de frais à l'année, juste la créance bancaire. Donc pour beaucoup de personnes, c'est vraiment cet argument-là de nous, on couvre les frais, il reste juste le bateau à payer. Ça, c'est vraiment, donc c'est valable sur de l'occasion ou du neuf. Le schéma du neuf, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les 5 premières années, il va y avoir une très forte rentabilité qui va être vraiment supérieure au prix de l'occasion, dans le sens où les frais fixes seront moins importants les premières années. Les changements de voile, de tout un tas de choses vont vraiment intervenir qu'au bout de 4-5 ans. Donc, la rentabilité, elle est vraiment beaucoup plus importante au début. Après, ça reste linéaire et on tombe dans le schéma que vient de décrire Olivier. D'accord. Oui. J'imagine que pour des gens aussi qui souhaiteraient acheter un bateau neuf pour le plaisir d'avoir un produit de dernière génération avec les dernières innovations, ça leur permet aussi, à travers la gestion location, d'amortir finalement ce coût et d'amortir ce premium, du coup on le disait effectivement, d'un bateau qui coûtera plus cher à l'achat puisqu'il est neuf. Oui. C'est ça, en fait, la décote en fait, des 3-4 premières années, elle est amortie dans le sens où le revenu que l'on reverse est vraiment supérieur. Donc, ça amortit une partie quand même de la décote. C'est vrai qu'après, plus on garde un bateau longtemps, au bout du compte, on va se retrouver sur un équilibre de fin. Mais au début, c'est vraiment ça. La décote est payée par le revenu du bateau. Donc là, on est dans le schéma d'une personne qui souhaite investir, qui veut un bateau, qui a vraiment un projet de vie, qui souhaite son bateau. Donc ça, c'est une alternative. L'autre alternative pour la gestion-location, c'est aussi un achat en entreprise. Donc on a certains propriétaires qui sont chefs d'entreprise et qui créent une entreprise à côté, qui passent donc l'achat du bateau dedans. Donc ils sont sur un schéma fiscal. Donc un schéma fiscal qui leur permet, au bout du compte, via une holding, de réduire certains impôts, au bout du compte, sur la holding. Donc ça, c'est un schéma qui doit être bien vu par le fiscaliste du chef d'entreprise, mais c'est un schéma qui se fait énormément. Donc, dans ces cas-là, on raisonne hors taxe, que ce soit pour l'achat du bateau, les réparations, et également pour les recettes du bateau que sont la location. On a également un troisième schéma que l'on a de temps en temps. En fait, c'est une personne qui va partir à la retraite dans 7, 8, 10 ans, ou selon, en tout cas quand il est prêt à le faire. Donc, il prévoit de passer sur de la gestion-location pour ne pas avoir les frais du bateau à payer, pareil, aller tranquillement jusqu'à la retraite. Donc, il va caler le crédit de son bateau à la fin à son entrée en retraite. Après, soit il reste avec nous, ou alors il n'a plus besoin, entre guillemets, de notre aide financière qui est la gestion-location, parce qu'il a payé son bateau,
et que les frais fixes, il peut les envisager tout seul. Ce n'est pas un souci à la retraite. Donc ça, c'est une autre raison. Et on a une quatrième raison aussi, tout simplement, qui est moins financière, mais plutôt d'ordre, on va dire, qualitative, entretien du bateau, où la personne souhaite que son bateau soit constamment révisé, entretenu, et pour lui prêt à naviguer, parce qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, typiquement, une personne qui va arriver le vendredi soir à 23h comme un locataire, et il ne veut absolument pas s'occuper de la préparation de son bateau. L'aspect financier est important, mais la rentabilité, mais éventuellement, ça ne va pas être l'argument premier. Donc, dans ces cas-là, c'est une personne qui va plus nous demander quel est le bateau que vous souhaitez dans la flotte, quelle est la rentabilité que je peux envisager avec celui-ci. Et donc, il va choisir son bateau plus en fonction de la rentabilité éventuellement que le choix du bateau en lui-même. Bon, il a quand même des idées, hein, il va pas. Bien sûr. Mais ça va pas être. Donc, du coup, on est un peu à l'inverse de la démarche d'Olivier qui avait choisi ce bateau parce que c'est pour tous les arguments qu'il a donnés. Donc, cette personne-là, lui, va vraiment choisir juste la gestion location avant le type de bateau. D'accord. Voilà un petit peu les profils qu'on a et les raisons abordées pour passer sur de la gestion location. La place de port est aussi une raison, aussi une raison parce que c'est, Olivier, je ne sais plus, 13 ans, non, tu as attendu? Oui, 14 et demi. 14 et demi, voilà. Donc, ça peut être aussi des personnes qui sont proches d'avoir une place de port, 4 à 5 ans, et qui décident quand même d'acheter leur bateau pour pouvoir en profiter et de profiter de la gestion location pour avoir le bateau à flot. Et une fois qu'ils ont leur place de port, alors très souvent c'est comme un de nos propriétaires au moment de la retraite, ça tombe à ce moment-là. Ils ont leur bateau, ils ont leur place de port et ils veulent en profiter plus à la retraite. Et dans ce cas-là, le temps est venu pour eux de nous quitter. D'accord. Oui, donc plein de schémas potentiels différents. Oui, en fait, la gestion location, ça s'adapte un peu à tous les schémas de vie. On a aussi des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas proches de la retraite, qui veulent simplement acheter un bateau parce que c'est le plaisir de leur vie. Et du coup, là, pour le coup, la gestion location est vraiment une aide financière. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Ça nous fait une très bonne transition d'ailleurs, puisque avec Olivier, je voulais qu'on évoque ensemble la raison technique. Lorsqu'on avait préparé cet entretien, on en avait un petit peu parlé, et ça rejoint ce que disait Séverine. Toi, je crois que tu aimes beaucoup aussi le fait de savoir que ton bateau va toujours être en bon état, qu'il va toujours être prêt à naviguer. Ça fait partie aussi des arguments qui t'ont convaincu de la gestion location, je crois. Exactement, oui. Ça, c'est surtout que je ne suis pas, je dirais, né dans le monde de la navigation. Donc, je découvre beaucoup avec eux, mais le fait d'avoir, je dirais, la société de location qui prend en charge cet entretien, etc., ça rassure quelque part. Et comme Séverine le disait, pour moi, c'est valable également d'avoir un bateau qui est tout le temps en bon état. C'est essentiel. Maintenant, j'habite ici sur la presqu'île. Eh bien, maintenant, je pourrais profiter beaucoup plus de Tewa. Et voilà, je sais qu'il sera tout le temps, dès qu'il reviendra de location, les équipes passent, il le regarde, il l'inspecte, etc. Donc, je suis rassuré aussi. C'est vrai que il y a une certaine usure, le fait qu'il soit loué, mais de l'autre côté, l'équipe de Croatie Location est tout le temps derrière. Tout le temps. Donc, voilà, il n'y aura pas une vis de travers. Ça arrive néanmoins, mais c'est tout de suite fixé et prêt à naviguer. Donc, pour moi, c'est un confort quelque part incroyable de pouvoir avoir tout le temps un bateau en état. Si j'étais seul, je dirais, il serait OK, il attendrait pendant des mois et des mois que j'arrive. Et puis après ça, je devrais passer du temps à l'équiper, à le revérifier. Il s'userait peut-être moins, mais il s'abîmerait par l'usure du temps. Ici, il a la patine du temps, c'est-à-dire
couche qualitative, je dirais, qui montre que c'est un bateau, un vrai marin, quoi, et plus que normalement. Tout à fait. Et puis, je crois que ce qui est intéressant, on pense parfois que le bateau s'use plus vite, mais est-ce qu'en réalité, il n'est pas mieux fiabilisé, puisque finalement, ce qui doit casser casse, est réparé, amélioré, et toi, tu es sûr d'avoir un bateau qui a déjà eu tout ce qui a dû avoir a déjà eu lieu, et puis toi, finalement, tu as un bateau qui est fiabilisé, qui est prêt à prendre la mer, qui est… Tout à fait. Non, entièrement d'accord à ce niveau-là. Et oui, j'avais une idée qui est passée, voilà, mais D'accord. Bref, je continue. Oui, bien sûr. Je voulais, parce que finalement le temps file, je voulais qu'on aborde aussi, avant de passer, parce qu'il y a pas mal de questions, ça va être, je pense, assez intéressant la deuxième partie. N'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions, hein, je les ai bien notées et je manquerai pas de les poser juste après, ne vous inquiétez pas. Du coup, effectivement, comment se passe l'entretien du bateau avec le loueur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes, le loueur qui s'en occupe? Comment est-ce que vous faites cette partie-là? J'ai eu un problème de… Pas de souci. De connexion. Je disais l'entretien du bateau. Comment se passe l'entretien du bateau dans le cadre de la gestion location, de l'entretien du bateau avec Cruesty Location? C'est Cruesty Location qui prend en charge, je dirais, toute la maintenance, que ça soit l'hivernage, la préparation pour le début de saison. C'est eux qui organisent tout ça de manière très professionnelle. Ils font passer les professionnels, je dirais, pour la maintenance du moteur, ou ils le font par eux-mêmes également, ou quand il y a des réparations, ils appellent les uns et les autres. On a Lorraine tout le temps sur le ponton avec toute son équipe qui se démène. Et non, ça c'est très confortable de nous, propriétaires, finalement, d'avoir l'esprit libre à ce niveau-là. Ce qui est intéressant également, c'est que quand il y a un souci, évidemment, Lorraine nous appelle, elle dit Olivier, voilà, il y a ceci qui s'est passé, il y a ça qui est à faire, etc. On discute du programme chaque année. À la fin de la saison, il s'est passé ça et ça. Voilà ce qu'il y a à faire, ce qu'on pourrait faire. Moi, je viens avec mes idées, ils arrivent avec les leurs. Et on voit le programme des entretiens, des renouvellements, voilà, pour que le bateau soit tout le temps au top de sa forme, de sa qualité, pour que le locataire également ait quelque chose de sûr. Bien sûr. Oui, voilà ce que je voulais dire également. Dans le choix du bateau, des bateaux comme l'Essen Odyssey, les Oceanis également, ce sont des bateaux en fait qui sont costauds, je dirais, et c'était un des critères également d'aller sur un bateau qui est de cette génération-là aussi, qui est costaud et qui peut en fait affronter la location. Ils sont faits pour quelque part, et donc c'est un gage également. La première personne qui m'a parlé du Sun Odyssey, il m'a expliqué qu'en traversant l'Atlantique, il a eu une vague scélérate qui lui a mis le mât dans l'eau et le bateau est revenu comme si de rien n'était. Donc, ça rassure. Ça rassure, voilà. Ça rassure. Et ça, c'est vraiment des éléments importants dans le choix, quoi. D'accord. Il y a une question de Joël, mais qui rejoint un petit peu une thématique que je voulais aborder avec toi, Olivier. Est-ce que toi, en tant que propriétaire, est-ce que tu peux disposer de ton bateau quand tu le souhaites? Comment ça se passe en fait pour toi pour pouvoir disposer de ton bateau? Eh bien oui, en fait, c'est toujours également un compromis entre rentabilité et souhait de navigation. Théoriquement, dans le contrat de location, il n'y a pas de limite. Il y a une suggestion, je dirais, de ne pas utiliser le bateau pendant les 3 mois d'été. Évidemment, c'est là où il est loué le plus. Séverine pourra nous le redire, je pense. De préférence, ne prenons pas le bateau plus de 15 jours d'affilée en été. C'est là où se fait la rentabilité du bateau. Donc, si on veut que
les frais d'entretien, de renouvellement, etc., de location de la place de port également soient portés par les locations, ben, il faut le louer, le laisser partir, je dirais, à ces moments-là. Et ben voilà, donc il faut s'ajuster, c'est des compromis, je dirais, tout simplement. Mais non, moi, la manière dont je fais, c'est simple. Je regarde sur l'application, sur mon téléphone ou l'ordinateur, je regarde quand est-ce qu'il est libre. J'ai eu ça l'année passée. Je revenais de mission de travail. J'étais entre le Nicaragua et le Sénégal de l'autre côté, entre deux missions. J'avais 15 jours. J'ai vu que le bateau était libre. J'ai passé un petit appel à Séverine. Séverine, ben voilà, bloque-le pendant, c'était en septembre, bloque-le pour moi, j'arrive, j'ai fait mes 1000 km, je suis arrivé, on a navigué, et puis je suis revenu, et il est reparti encore en location après, au mois d'octobre. D'accord. Donc voilà, donc c'est très souple, et c'est vraiment, si on veut, on peut l'avoir quand on veut, et c'est ça qui est génial finalement. J'arrive, je mets mon pactage et je pars. Je n'ai pas à perdre du temps, etc., à tout rechecker, à remettre les voiles, et voilà. Ouais, donc finalement, effectivement, c'est vrai que parfois on s'imagine que après c'est compliqué d'exploiter son bateau, mais c'est vraiment finalement, c'est ce que tu expliques, c'est un couple entre rentabilité et profiter de son bateau à trouver. Si je veux, parce que j'ai plus de temps à en faire, et ben je peux très bien le louer plus longtemps et il n'y a pas de problématique. Simplement, bah forcément, c'est du moment où le bateau ne sera potentiellement pas loué, donc il n'y aura pas de revenu en face. Donc c'est un équilibre à trouver. Mais je peux, à partir du moment où il est disponible, je peux dire, bah je bloque le bateau sur telle période. Voilà. Et j'en dispose. Donc, c'est très simple finalement. C'est simple. Pour moi, c'est une formule très simple. Donc maintenant, je dirais, c'est à moi également à décider quand je veux naviguer ou quand je ne veux pas naviguer. Comme il est loué en moyenne 100 jours par an, finalement, il me reste 260 jours par an pour le naviguer. Pour naviguer avec, et il me ramène quelque chose. Voilà. Que demander de plus? Voilà, comme j'ai dit, une passion raisonnable et raisonnée. Et raisonnée, ouais, c'est ça. C'est la phrase du jour, je crois. Effectivement. En termes d'entretien, je pense entretien, amélioration, tu l'as un petit peu évoqué peut-être avec la grand voile, mais est-ce que c'est toi qui décides un petit peu de l'entretien du bateau? Est-ce que c'est plutôt le loueur qui a un planning d'entretien? Peut-être que vous en discutez, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. Mais... Oui, il y a les entretiens, je dirais standards, les choses à faire. Chaque année, on fait révision du moteur, on fait révision des voiles, on fait révision des capotes, des taux, etc. On fait l'électronique, on fait le matériel de sécurité, évidemment, les gilets, les bips, etc. Donc, il y a des programmes, je dirais. Lorraine a des listes, je dirais, très détaillées de tout ce qu'on fait pour l'hivernage, tout ce qu'on fait à la remise en saison. On passe tout en revue. Ça, c'est du standard, je dirais. Et ensuite, il y a des choses parfois qui cassent. Bon, voilà, on a eu le guindeau à refaire cette année. Ça arrive. Quand il a 10 ans, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est inhérent à la chose. Mais voilà, on se dit, voilà, la grand voile, quand je le navigue aussi, difficile à hisser, elle n'a pas le bon profil, elle n'est pas assez creuse, pas assez, etc. Donc on se dit, il y a les bateaux d'à côté qui nous doublent, on se dit, oh là là, voilà. Et donc, même si j'ai pas l'esprit de régate, mais voilà, et Eric me rappelle bien régulièrement, Olivier, regarde, la grand voile, on sait pas bien la border et tout, voilà. Et donc, voilà, mais si je trouve que la grand voile n'est pas suffisamment bonne, finalement, le locataire, il va peut-être être déçu de ne pas avoir une bonne grand voile. Donc, quand j'ai la place, je dirais, dans mon budget, eh bien, c'est le moment de faire l'investissement. Donc, l'investissement, il est pour moi, soit, mais il est pour le locataire également. Je veux que le locataire puisse trouver un bien au niveau de ce qu'il paye également, parce que c'est pas un tarif bon marché quand même, c'est un budget.
Donc, il faut vraiment... et puis, je veux qu'il soit sécurisé aussi. La sécurité, j'ai mis mon maillot de la SNSM. La sécurité est un élément extrêmement important. Il faut avant tout, et ça, Lorraine et Séverine y veillent avec toutes les équipes, la sécurité est l'essentiel. On est quand même... mais c'est le plaisir aussi qui vient après. Tout à fait. Tout à fait. Tu voulais ajouter quelque chose, Séverine, peut-être? Oui, je voulais ajouter quelque chose justement concernant cet équilibre entre ce qu'on demande parfois aux propriétaires, on leur demande de changer une voile, de changer du matériel. Ça, c'est un équilibre très important pour nous. Il faut qu'on ait constamment une flotte qui soit bien entretenue. Donc ça, c'est notre image de marque, c'est pour les locataires. Donc, il faut trouver un compromis avec le propriétaire quand on lui demande de changer quelque chose. Alors, des fois, un peu plus tôt que prévu. Ou, voilà, donc le propriétaire, parfois, il est d'accord. Parfois, il est un peu déçu. Il se dit, mince, j'aurais préféré que je l'avais budgété dans 1 an ou dans 2 ans. Ouais. Quand on demande à un propriétaire de changer quelque chose, c'est vraiment toujours pour la flotte, pour l'image de la société et qui est fondamental, en fait, c'est un rouage, en fait. On est un contrat tripartite entre le propriétaire, le locataire et le loueur. Il faut que chacun retrouve son compte. Et pour le locataire, il faut qu'il ait un bateau qui soit toujours entretenu, qui soit toujours, voilà, quand il y a quelque chose qui est trop vieux, il faut le changer. Et donc, c'est vrai que ça, parfois, c'est peut-être le petit côté avec les propriétaires où parfois, ils sont déçus, ou ils ne sont pas très contents, c'est trop tôt, mais c'est fondamental. Le souci, c'est qu'une voile très, très usée, on risque d'avoir finalement plus de frais de réparation en cours de saison. S'il faut aller dépanner le client à Belle-Île parce que la grand voile a déchiré ou le génois, la mettre à réparer, etc., ça risque de coûter plus cher au final. Donc, le propriétaire, souvent, on va lui expliquer dans ce sens-là que c'est aussi pour le bien de tout le monde. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Jean-François. Alors j'imagine qu'on fait toujours attention évidemment, mais ce qu'il dit est pertinent. C'est vrai qu'on aura d'autant plus à cœur en tant que locataire de faire d'autant plus attention au bateau, qu'on voit qu'il est bien entretenu, qu'il y a du matériel qui est changé régulièrement, que bien que le bateau ait plusieurs années, que la grand voile soit en très bon état, on aura d'autant plus à cœur d'en prendre d'autant plus soin que d'avoir déjà une grand voile très très fatiguée, qu'on voit qu'il a déjà façayé des heures et des heures avant d'être changé, quoi. Oui, c'est important. Et pour nous, c'est vraiment notre image de marque et c'est nos produits qu'on propose, en fait. Donc, tout à fait. Trouver l'équilibre entre les 3 parties. C'est vraiment l'idée de la gestion location. Extrêmement intéressant. Je vous propose, on a beaucoup de questions, ce qui est une excellente chose. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Il y aura des questions, je pense, à la fois pour Olivier et puis des questions aussi pour Séverine et Lorraine. Je pense que ce sera intéressant que vous soyez tous là. Je vous propose donc merci déjà Olivier pour cette première partie d'échange sur l'interview. Alors je vais prendre un peu les questions dans le désordre, mais je vais essayer de les intégrer dans un fil un petit peu conducteur. Il y a quelques questions qui se rejoignent, donc je pense qu'on y répondra aussi un petit peu en même temps. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Il y avait une première question qu'on a un tout petit peu abordée, mais ça va pouvoir permettre d'aborder la partie sur les coûts et les revenus associés pour le loueur, pour le propriétaire, et notamment une première question qui était de Vincent et qui demande qui paie la place de port du bateau. Alors, je laisse peut-être Olivier répondre, par exemple, et puis si... Dans mon cas, j'ai eu la chance, après 14 ans et demi, d'avoir ma place de port. Donc, c'est moi qui paye ma place de port, mais finalement, elle est payée par le revenu des locations. Donc, je peux récupérer, je dirais, ça couvre, je dirais, le revenu des locations, paye également la place de port. D'accord. Donc, maintenant, au début, c'est vrai qu'au début, c'était une place de port de Cruesti Location, donc c'était débité, je dirais, dans mes frais auprès de Cruesti Location. Cruesti te refacturait de manière normale la place de port. D'accord.
Très bien, très bien. J'avais vu. Ah oui, il y avait une autre question qui était intéressante, qui était comment tu fais, Olivier? Donc, tu as ton bateau que tu utilises de temps en temps. Alors, j'imagine que j'ai une idée sur la réponse parce que tu habites à côté, mais comment tu fais pour tes affaires perso quand il est loué? Est-ce que tu en laisses une partie? Est-ce qu'il y a des choses que tu enlèves? Parfois, est-ce que il y a des coussins éventuellement que toi tu mets quand tu viens pour le cockpit, par exemple, que tu enlèves après? Comment ça se passe pour tout ça? La question est sympa. C'est vrai que maintenant, je m'organise justement. J'ai des pactages, je dirais, avec mes affaires, avec les affaires de la famille, etc. Donc, j'organise maintenant si je sors juste pour la journée ou si je sors avec nuit à bord, etc. Donc, j'ai des pactages, des sacs, des boîtes, etc. Et bon, ben, on les transporte, oui, de fait. C'est vrai que c'est une habitude à prendre, mais quand on est bien organisé, finalement, ça va tout aussi vite. Quand je reviens d'avoir repris mon bateau, ben, je refais mes sacs, je remets dans les boîtes cuisine, ben, je remets le sucre, le café, etc. Et la boîte est prête. Mais comme le bateau est prêt à partir, ben, mes sacs sont prêts à partir également. Et voilà, ben, je prends mes X sacs, je mets sur une chariote et puis j'amène au bateau, quoi. Voilà. Bon. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas toujours très gai. Pardon, Olivier, c'est un petit peu un inconvénient pour un propriétaire de ne pas pouvoir personnaliser son bateau ou de pouvoir laisser tout son équipement dedans. Mais il comprend que si tout reste à bord, ça peut aussi être allumé, ça peut être perdu, ça peut être utilisé. Donc, c'est un inconvénient. Quand c'est possible dans un bateau, on propose au propriétaire de faire un coffre qui ferme à clé, qui ne gêne pas les locataires pour mettre leurs affaires aussi, pour laisser quelques affaires personnelles. Bien sûr. Ça peut être des bottes, un ciré. On a aussi un atelier et pour du matériel très encombrant, on peut mettre à disposition du propriétaire, on peut mettre des boîtes de rangement à l'atelier qu'on lui met dans son bateau lorsqu'il vient utiliser son bateau. Ça peut être une solution. Super, super. Et puis quelque part, j'imagine que ça évite aussi d'entasser trop de choses inutiles. Donc c'est peut-être finalement aussi pas plus mal pour le propriétaire. Il revient avec l'essentiel, il évite de trop entasser. Bon, c'est un bon compromis, j'imagine. Voilà, c'est tout, comme tu dis, c'est toujours une question de compromis. Question d'équilibre. Voilà. Question d'équilibre, tout à fait. On a plusieurs questions sur quand est-ce que le bateau est loué, quand est-ce que je peux en disposer. On va peut-être essayer de réexpliquer tout ça. Je pense que ça a été déjà très bien expliqué par Olivier, mais on va parce que est-ce que l'été le bateau, on nous pose la question, est-ce que le bateau est seulement loué l'été? Est-ce qu'il est possible en tant que propriétaire de l'utiliser hors saison, par exemple même sur une période d'un mois? Est-ce qu'en octobre je peux dire tout le mois d'octobre je vais partir avec mon bateau pour aller je ne sais où. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu tout ça, peut-être avoir Séverine, est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça avec ton point de vue? Alors en fait, quand on passe un contrat de gestion-location, donc on appelle un mandat, c'est un contrat qui est signé entre les deux parties, entre le propriétaire et nous. Il est noté que le propriétaire en fait utilise son bateau un peu quand il veut. Voilà, on ne met pas de restriction de date, de période. Il y en a juste une. La seule restriction, en fait, c'est qu'on demande au propriétaire de ne pas utiliser son bateau plus de 2 semaines entre juillet et août. Voilà, il a le droit de le faire hein, parce qu'on a des personnes qui ont leurs vacances imposées en juillet-août, d'autres qui ont des enfants. Donc, on n'interdit pas juillet-août, simplement 2 semaines maximum. Donc, ça, c'est la seule contrainte. Après, comme a abordé tout à l'heure Olivier, là aussi c'est un équilibre, c'est-à-dire que s'il prend son bateau le week-end, on va dire que on va déjà parler du taux de remplissage à l'année. En fait, le mouvement de remplissage, on a juillet et août. Alors août est quasiment tout le temps rempli, juillet un petit peu moins. Donc, c'est vrai que prendre son bateau en juillet pour un propriétaire, si c'est faisable, c'est moins pénalisant parce qu'on est rarement sur un taux de remplissage à 100%. On est peut-être sur 80, 85, voire 90 selon les années, mais on n'est pas complet.
Ce qui fait que si un propriétaire prend son bateau, nous, on aura toujours un produit à proposer à côté à un locataire, s'il est flexible dans son choix de bateau. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. On est également plein, toujours, ça c'est tous les ans, c'est pareil, c'est le week-end de l'Ascension. Donc c'est vrai que s'il prend son bateau à l'Ascension, là aussi, il se pénalise sur un revenu. Maintenant, s'il peut se pénaliser sur certains revenus parce que justement son équilibre financier ou en tout cas les attentes financières qu'il a lui sur son bateau rentrent dans le critère de l'utiliser beaucoup, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On a un planning en ligne qui permet au propriétaire de regarder quand son bateau est disponible. Donc, soit il réserve son bateau très longtemps à l'avance sur des périodes de l'année parce que tous les ans, il sait qu'il va naviguer à telle période. Voilà. Donc, là, en ce moment, on a beaucoup de propriétaires qui nous disent bloque mon bateau à telle période ou telle période. Donc, ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, c'est de regarder au dernier moment, donc sur notre planning on peut le dire, Mister Booking, un planning en ligne, sur lequel les propriétaires, par exemple, le jeudi soir, typiquement, voient que le vendredi soir et samedi, dimanche, le bateau n'est pas loué, ils ont envie de venir. Donc, ils nous appellent le vendredi matin. On demande toujours 24 heures, en fait, une journée de travail quand même pour le savoir à l'avance, dans le sens où comme on prépare un bateau pour un propriétaire comme pour un locataire, on a besoin d'un peu de temps pour le préparer, pour faire un check technique s'il n'est pas prêt. Bon, s'il est prêt, ça ne pose pas de souci. Mais s'il n'est pas prêt, on aime bien quand même avoir du temps pour le préparer. Bien sûr. Donc, voilà, mais globalement, le propriétaire fait un petit peu ce qu'il veut. Alors, c'est peut-être une différence si on parle des programmes de gestion-location qui existent dans différents types de sociétés. Il y a certains grands groupes qui proposent de la gestion-location avec des choses qui sont quand même assez figées. Nous, on est une petite entité, en fait, on est une petite structure et déjà, on décide de ce qu'on fait, on est flexible. Et on permet aux propriétaires justement d'adapter l'utilisation de leur bateau à leur mode de vie sans leur donner trop de contraintes. Donc voilà, ça je pense que c'est peut-être un petit avantage comparé à d'autres schémas de grands groupes. Comme par exemple, pour répondre à une question, naviguer l'hiver. Certains propriétaires souhaitent garder leur bateau pour naviguer l'hiver. On a 2 propriétaires cette année qui viennent au mois de décembre. Dans ces cas-là, on s'organise avec eux pour faire réviser les voiles avant ou après, ou le laisser gréer et puis le dégréer au mois de janvier ou février. On s'adapte aussi à la demande, comme pour les locations. On garde toujours 1 ou 2 bateaux gréés l'hiver pour répondre à la demande. Mais les propriétaires, s'ils veulent naviguer en janvier, février, mars, il n'y a aucun problème. On adapte le planning d'entretien en fonction de leur souhait de navigation. D'accord. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut revenir pour bien comprendre, pour bien expliquer aux gens, comment sont redistribués les revenus? On va parler aussi des charges parce que je pense qu'il y a les revenus et les charges. Comment sont distribués les revenus et les charges entre le loueur et le propriétaire? Alors, le contrat type, en fait, c'est un contrat que l'on appelle 35-65, donc 35% de commission pour le loueur et 65% du prix de la location en revenu pour le propriétaire. Donc ça, c'est côté recette du bateau. Oui. Côté charge, parce que malheureusement, il y en a aussi. Voilà, il y a des charges aussi, elles sont très importantes pour un bateau. On a le prix de la place de port, le prix de l'assurance. Tout ça revient au propriétaire, on est d'accord. Voilà, tout ça, c'est côté charge de propriétaire, en fait. Oui. Et donc, il y a tout l'entretien préventif et on a également l'entretien curatif qui peut arriver tout au long de l'année. Les petites choses soient modifiées, à changer ou tout simplement remettre à niveau. Voilà, donc tout ça, c'est à la charge du propriétaire. D'accord. Fin d'année, alors quand on parle de fin d'année, pour nous, la fin de l'année, la saison, c'est le 30 septembre. On envoie un relevé comptable, on va dire, qui court du 1er octobre au 30 septembre de l'année d'après. Donc d'un côté, il a les plus, de l'autre côté, il a les moins, et on fait la différence entre les deux, et on lui redonne le revenu en fin d'année. Parfois, le revenu n'est pas positif, il est négatif. S'il y a eu trop de charges d'entretien, pas d'entretien, mais d'investissement, voilà. C'est vrai que l'année où on passe le prix d'une voile,
par exemple, ça va être plus important, donc il se peut que le revenu soit négatif. Donc voilà, ça dépend des années. On en revient tout à l'heure à la rentabilité dont on parlait, la raison économique tout à l'heure. Un bateau neuf, forcément, les premières années, il n'y aura vraiment que l'entretien qu'on a vu défiler en slide tout à l'heure, l'entretien préventif. Sauf frais d'amélioration. Ou frais d'amélioration, mais là, c'est de son choix, ce n'est pas du nécessaire, c'est juste de son choix. Mais il aura très peu de curatifs en plus. Alors que sur un bateau un peu plus ancien, du coup, forcément, les frais, à un moment donné, sont plus importants. Ceci dit, on a le revenu les recettes d'un bateau ancien sont quand même, enfin ancien ou en tout cas un peu plus âgé, sont quand même très importantes parce qu'on a une demande en gamme récente et en gamme économique, ce qui fait qu'on arrive quand même à l'équilibre, ce qui est le cas du bateau d'Olivier, où on arrive plutôt à un bon équilibre parce que c'est un bateau qui fonctionne bien, qui plaît bien et il y a de la demande. Oui, c'est ça. Il faut essayer on en revient aussi à la gestion du programme, de quel bateau je souhaite acheter, est-ce qu'il est bien adapté à la location, est-ce que du coup je vais pouvoir du coup mieux le louer, etc., etc. Donc c'est une approche globale à faire dans sa démarche de gestion-location. C'est ça. En fait, quand un propriétaire ou un futur propriétaire nous questionne sur de la gestion-location, on essaye d'abord, en fait, on le questionne sur ce que lui attend déjà pourquoi il achète un bateau, ce qu'il attend de la gestion-location. Et du coup, on essaye après d'adapter déjà, soit il a un bateau en tête prévu, donc voilà, on va s'adapter, on va faire un prévisionnel, on va coller le plus possible à ce qu'il souhaite. Autrement, s'il n'a pas vraiment de bateau prévu, on va vraiment l'orienter en fonction de ce qu'il attend de la gestion-location. Du revenu, du temps, de la préparation de bateau, enfin, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler, Séverine, un petit peu d'aujourd'hui, vers quoi demain, moi, j'ai pas de. Si je suis un propriétaire, un futur propriétaire qui n'a pas forcément de vue particulière sur un bateau, j'ai un certain budget. Est-ce que vers quel type de bateau tu pourrais m'orienter pour que ça corresponde à une demande aujourd'hui de la clientèle, du coup des locataires? Qu'est-ce que les locataires aiment comme bateau aujourd'hui? Quel type de bateau il est intéressant d'acheter? Alors, il y en a plusieurs, hein, justement. On a une flotte qui est assez hétérogène, c'est le but. C'est justement de pouvoir proposer plusieurs programmes de navigation, plusieurs tailles de bateaux. Selon les années ou suivant les courants d'année, on observe des tendances des tendances particulières. Un cas frappant, par exemple, si on prend un bateau d'une cabine, on avait plusieurs 25 pieds. On avait un quillard et des quilles relevables. Donc, clairement, le quille relevable pour un petit bateau, c'est vraiment la demande. Il fonctionne très, très bien parce que les gens s'approchent des côtes et que notre région convient vraiment à ce type de bateau. On a une demande de plus en plus dans les 3 cabines, mais plutôt orientée à partir de 38, 39, 40 pieds. D'accord. On a 37, 38, 39 pieds, on va dire, mais vraiment quand même, on observe 38, 39, 40, c'est vraiment la demande. Alors, c'est pas que les bateaux 37, 38 pieds ou 37, 36 pieds fonctionnent moins bien, mais la demande du début, ça va être plus gros. Après, s'il reste les plus petits, ils vont les prendre, ce qui est quand même un gros bateau. Hein, c'est pas du tout. On n'est pas sur un critère de jugement, c'est juste la tendance. Après, vraiment la demande qu'on peut avoir et qui est très très difficile à répondre, un 4 cabines en dériveur intégral. Donc ça, c'est vraiment le type de bateau qui est extrêmement recherché parce qu'il y en a très peu, parce que les constructeurs ne le font pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment on va dire le Graal dans une flotte. Le 4 cabines, comme Olivier a, donc on en a plusieurs dans la flotte, on en a entre 4 et 5. Ce sont des bateaux qui fonctionnent très bien. Le locataire, un des critères de choix d'un bateau, c'est le prix à la cabine pour partager. Soit un 4 cabines, ça va être 2 familles, ou alors ça va être 4 couples d'amis. Voilà, donc c'est un bateau qui, remis rapport prix-taille, nombre de cabines taille, va pas être trop cher en fait. On divise en 10 ou en 8 le prix. Voilà, donc ça c'est un critère de choix pour les locataires. C'est le prix à la cabine. Donc, la logique n'est pas la même pour les 3 cabines, puisque je vous disais que les 38, 39 pieds, 40 pieds,
on préfère les plus gros, alors qu'il y a 3 cabines dans un 37-38 pieds, ou 35 pieds. Donc, pour les 3 cabines, ce n'est pas la même logique. Ce ne sera pas forcément la même clientèle non plus. D'accord. Voilà. Après, pour les 2 cabines, tout fonctionne. Tout fonctionne. Donc là, on va pas chercher à orienter un propriétaire sur l'un ou sur l'autre. Les deux fonctionnent. Le dériveur intégral, le quillard. Après, sur l'âge du bateau, j'ai envie de dire pareil, tout fonctionne parce qu'on a une clientèle pour du récent et puis pour du plus ancien. Donc, on souhaite avoir... On a une limite quand même qu'on ne dépasse pas en général, qui sont des bateaux de plus de l'année 2005. Parce que ça commence à faire un petit peu ancien, mais il y a des bateaux de 2008, 2009, s'ils sont en parfait état, qui peuvent convenir aussi bien que du 2014, 13 et encore mieux du récent. D'accord, ouais, donc c'était effectivement une des questions, idéalement en occasion plutôt moins de 15 ans pour le rentrer dans votre flotte, c'est tout à fait possible, mais... On fera une étude personnalisée au cas par cas, en fait. Plutôt, quand on dit moins de 15 ans, on va dire que là, le cas des bateaux dont cite Lorraine, ce sont des First 31.7, donc qui fonctionnent vraiment très très bien. Ouais. Peut-être quand même sur des bateaux, on va dire pas plus de 10 ans. D'accord, pour avoir déjà un ordre d'idée, quoi. Voilà, il faut que ça dépasse 2010 quand même. Après, on va avoir du mal à maintenir le programme de gestion-location parce qu'on va avoir beaucoup d'entretiens. Et du coup, le propriétaire risque d'être déçu parce que là, on va lui demander de l'argent peut-être en fin d'année. Il y a plus de frais. Voilà. Il va y avoir des frais de gréement ou d'électronique qui vont venir. Donc, pour maintenir un équilibre, quand même, je pense qu'il faut prendre du bateau de moins de 10 ans. De moins de 10 ans. Parce qu'il faut aussi penser après, si un propriétaire part sur un programme de gestion-location, ce n'est pas pour une seule année, c'est pour plusieurs années, parce que lui, il s'est engagé financièrement à côté peut-être. Donc, c'est pour plusieurs années. Donc, un bateau vraiment très, très ancien, on va le garder 1 an ou 2, mais on ne le gardera pas très, très longtemps non plus. Donc, plutôt moins de 10 ans. Moins de 15 ans, c'est trop. D'accord. On arrive un petit peu à la fin. Ça fait un tout petit peu plus d'1 heure qu'on a commencé. J'ai une dernière question pour Olivier. Pour clôturer cet échange. Olivier, est-ce que tu étais satisfait de cette expérience de gestion-location et que ferais-tu si c'était à refaire? Je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Et bon, il faut quand même, on a une super équipe avec Croessy Location, il faut quand même que je le dise. On s'entend super bien et c'est toujours cette question de compromis. Et dans le dialogue, eh bien, on peut toujours arriver à la bonne solution parce qu'on a une équipe de l'autre côté qui est à l'écoute et comme Lorraine et Séverine ont dit, ben voilà, elles font des propositions aux propriétaires, etc. Donc, et vraiment, on s'entend bien à ce niveau-là et moi, je suis très heureux comme ça. Parfait. Merci à Croessy Location. Merci à toi. Merci Olivier de ton intervention. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Moi, je vais vous rendre la parole, Séverine, Lorraine. J'étais ravi de vous accompagner lors de ces 4 webinaires. Pour répondre aux questions, effectivement, il y en a déjà 2 qui sont en ligne, que vous pouvez revoir, ceux de la semaine dernière, qui sont en ligne sur YouTube, déjà sur la page YouTube de Croessy Location. Ils seront aussi, je crois, bientôt disponibles sur le site. Et les 2 derniers seront également mis en ligne, bien sûr, sur YouTube et sur le site. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci Séverine, Lorraine, et je vous rends la parole. Dans un premier temps, je dirais que les personnes, on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, donc surtout que ces personnes-là n'hésitent pas à nous contacter en privé ou à demander des simulations de gestion-location sur des modèles en particulier ou des conseils, bien sûr, on reste à disposition. Très bien. Voilà, écoutez, du coup, notre 4e webinaire se termine. Donc, déjà, on va remercier Yann, parce qu'on a été très heureuses, Lorraine et moi, de travailler avec toi. Tu as mené les entretiens de la manière dont on souhaitait pour que les personnes qui nous écoutent trouvent des réponses aux questions sur les thèmes abordés. Donc, que ce soit les 4 thèmes que l'on a fait, en passant par Anaëlle avec la Mini Transat, ensuite Julie avec le coach de navigation, Emmanuel Jacobé avec la SNSM, et puis maintenant Olivier avec la gestion location. Donc voilà, donc c'est les 4 thèmes qui entourent un petit peu la plaisance et la location. Donc voilà, on trouvait que c'était intéressant de les aborder.
Donc voilà, maintenant on va se tourner vers la fin de l'année, vers les fêtes de fin d'année. Donc on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, même si c'est une période un petit peu difficile. Donc on va tous s'adapter en fonction de l'actualité. Et puis on vous retrouve l'année prochaine sur nos bateaux si vous souhaitez venir. Nous en tout cas on sera là. Voilà, et bonne journée à tous et bon week-end. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonne fête, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir Olivier. Au revoir Yann. Au revoir.